Bonjour à toutes et à tous. Alors voici un travail que j'ai mené sur plusieurs mois afin de faire l'historique et de retrouver éventuellement des définitions de progression et programmation. Parce que ces deux termes sont employés dans le langage courant de l'éducation nationale comme étant une injonction du travail à réaliser, notamment en début d'année, par un professeur des écoles, voire une équipe, afin de planifier l'enseignement de tous les domaines, les sous-domaines, les matières durant une année scolaire ou un cycle. Mais d'où viennent ces termes? Comment peut-on les définir? Quelle différence entre les deux? On ne sait pas trop. Donc j'ai recherché depuis vraiment l'origine de l'école, donc 1882. Tout d'abord, historique, je suis allée voir dans le dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire de Buisson, qui ne mentionne ni les progressions ni les programmations. Seules sont mentionnées des progressions arithmétiques et géométriques. Ensuite, j'ai regardé l'arrêté du 28 juillet 1882 qui règle l'organisation pédagogique des écoles maternelles publiques. Et l'article 4 précise « Les divers cours de l'école maternelle, tels qu'ils sont définis par le décret du 2 août 1881, ont pour objet de commencer l'éducation physique, l'éducation intellectuelle et l'éducation morale des jeunes enfants. Les exercices qu'ils comprennent seront répartis d'après les indications des programmes ci annexés. » Fin de citation. Donc il s'agit d'appliquer les exercices qui correspondent aux notions indiquées dans les programmes pour chaque mois d'octobre à août. Les leçons de choses sont articulées au dessin et au chant et au jeu. Je cite, « Pour l'ordre à suivre dans ces leçons, on essaiera de combiner toutes les fois qu'on le pourra, en les rattachant à un même objet, la leçon de choses, le dessin, la leçon morale, les jeux et les chants, de manière que l'unité d'impression de ces diverses formes d'enseignement laisse une trace plus durable dans l'esprit et le cœur des enfants. On s'efforcera de régler autant que possible l'ordre des leçons par l'ordre des saisons, afin que la nature même fournisse les objets de ces leçons et que l'enfant contracte ainsi l'habitude d'observer, de comparer et de juger. » Fin de citation. Donc le programme indique très précisément ce qui doit être fait dans les 3 domaines chaque mois en réglant l'ordre. Par exemple, pour novembre, il est cité leçon de choses, ce sera le labourage, les charrues, la herse, l'éclairage, la chandelle, la bougie, les lampes, le gaz, le phare. Et pour le dessin, le soc de charrue, la herse, le chandelier, le bougeoir, etc. Pour les chants et les jeux, eh bien, il faut étudier le labour, les semailles de Madame Pape Carpentier. Donc vous pouvez noter que même les poésies et les chants étaient indiqués dans l'arrêté. Ce même arrêté du 28 juillet 1882 règle également l'organisation pédagogique et le plan d'études des écoles primaires publiques. Et il donne exactement les mêmes directives dans son article 15. Donc je ne refais pas la citation. Alors, les ouvrages anciens de pédagogie et de préparation à l'épreuve écrite du certificat d'aptitude pédagogique n'utilisent pas non plus les mots progression et programmation. Je suis allée voir dans l'ouvrage de Comparé, qui est un auteur que je consulte beaucoup, qui date de 1897, et page 9, il mentionne la progression des études. Mais c'est dans le sens de continuité de niveau, sans aborder la construction par les enseignants. Je cite, « Il n'est pas moins vrai que le cycle des études primaires, proprement dites, est enfermé dans les 3 cours élémentaires, moyens et supérieurs. C'est entre ces 3 cours que doivent être réparties les diverses matières de l'enseignement, d'après une loi de progression et de graduation rationnelle. Le principe essentiel de cette répartition n'est pas, comme on pourrait tenter de le croire, une division fragmentaire des diverses parties du programme, distribuées en tranches successives et attribuées séparément à chacun des 3 cours, c'est simplement une extension progressive, un développement de plus en plus large, de plus en plus complet des mêmes études. Aux 3 cours de l'école primaire, l'enfant apprendra les mêmes choses, mais il les apprendra différemment. Chaque cours présentera à des degrés différents un ensemble complet de connaissances. Il sera un tout, il se suffira à lui-même, tout en étant d'ailleurs la préparation du cours et du degré suivant. » Fin de citation. Alors, cependant, se pose déjà à l'époque et avant les lois Jules Ferry la question de l'indépendance de l'instituteur ou le développement détaillé des programmes. C'est-à-dire, est-ce que l'instituteur a le choix
d'organiser comme il le souhaite les leçons selon ses propres progressions, ou bien est-ce que c'est quelque chose d'imposé? Donc déjà à l'époque, on retrouve cette question-là. Et Comparé, toujours en 1897, il fait référence en posant la question de l'établissement de programmes généraux, et il reviendrait alors aux instituteurs, comme il le dit, le soin de s'y reconnaître et de régler eux-mêmes la distribution de leur enseignement journalier. Mais pour l'auteur, afin d'éviter les erreurs graves, notamment chez les débutants, une répartition précise des matières est souhaitable. Et il cite « en poussant le détail de la direction jusqu'à jalonner pour ainsi dire le développement des programmes, mois par mois, semaine par semaine ». Octave Gréard, qui est nommé par Duruy inspecteur de l'Académie de Paris en 1864 et responsable du service de l'enseignement primaire dans le département de la Seine en 1865, est à l'origine des répartitions mensuelles des programmes pour toutes les écoles de Paris. Ce sera en 1868. Et d'autres départements, comme la Haute-Vienne et le Nord, vont adopter la répartition mensuelle des programmes tout en conservant l'initiative de l'instituteur, précise Comparé. C'est ainsi que Comparé lui-même va proposer à son tour des répartitions mensuelles pour la classe enfantine et les 3 cours du primaire. Il utilise pour cela ce qu'il appelle la méthode concentrique, c'est-à-dire qu'il ne divise pas le programme, mais il propose les mêmes sujets pour les 3 cours du primaire en les développant un peu plus chaque fois. Alors, sauf en histoire, pour garder, comme il l'appelle, le caractère successif des faits historiques. Donc en histoire, il fera des origines jusqu'en 1328 en cours élémentaire et de 1328 à 1897 en cours moyen. L'auteur propose des répartitions mensuelles d'octobre à août pour les 4 niveaux en instruction morale, langue française, élocution et vocabulaire, exercice de composition, grammaire, histoire, instruction civique, géographie, arithmétique et géométrie, sciences physiques et naturelles, etc. Donc vous voyez, c'est énorme. Il y avait aussi agriculture, horticulture, économie domestique. L'ouvrage de Jeannot, en 1913, mentionne le journal de classe, le carnet de morale, l'emploi du temps, les programmes, dans le chapitre concerné par l'organisation pédagogique de la classe. Mais il s'agit surtout pour lui de préparer sa classe pour le lendemain et toujours de répartition mensuelle. Donc, je cite, « Une bonne organisation pédagogique s'applique à résoudre ces difficultés par un groupement rationnel des élèves, l'établissement d'un emploi du temps judicieux et une répartition mensuelle réfléchie des matières à enseigner. » Fin de citation. Donc, ce qui importe dans la préparation de classe à l'époque, ce sont les idées, varier les exercices donnés aux élèves, perfectionner les méthodes et accroître sa culture. C'est une circulaire ministérielle du 18 novembre 1879 qui insiste sur la préparation de classe. Il faut préparer chaque leçon, préparer les devoirs. Et donc il existe 2 sortes de préparation à cette époque, la préparation générale et la préparation immédiate. La préparation générale s'apprend à l'école normale avec la culture générale, l'éducation professionnelle afin de donner l'habitude de toujours apprendre, se cultiver. Et la préparation immédiate se fait avant d'entrer en classe. Donc l'enseignant utilise pour cela des livres scolaires, des périodiques pédagogiques et ses propres lectures. C'est Jeannot qui l'explique. Cela donnera lieu à des recueils de dictées, des problèmes, des rédactions, des textes, des lectures, et il s'agira de pointer ce qui a été utile chaque année, tout en éliminant les parties qui sont insatisfaisantes. Donc je cite, « Toutes les matières inscrites au programme des écoles primaires élémentaires nécessitent une préparation sérieuse et immédiate. Mais l'enseignement du français est de toutes celles qui exigent une préparation complète et non superficielle. » C'est dans cette partie que l'auteur rappelle le journal de classe prescrit par la circulaire du 18 novembre 1871 est rendu facultatif mais dans sa présentation en 1881. En 1930, Riboulet, dans son manuel de pédagogie générale, consacre un chapitre à la préparation de classe, dont un large passage à la préparation d'une leçon. Puis, une sous-partie est réservée à la préparation éloignée, qui comprend la formation à l'école normale, les lectures, la relecture de ses préparations quotidiennes de l'année passée,
les conférences pédagogiques et l'amour de l'étude. Alors, quant à la préparation prochaine et immédiate, elle liste la préparation pédagogique, dont l'examen de conscience comprenant les questions que l'instituteur doit se poser concernant sa pratique, et la préparation méthodologique, c'est-à-dire le fond de la leçon, sa forme, le but éducatif de la leçon, les applications, etc. C'est dans la sous-partie consacrée au journal de classe que l'auteur mentionne la répartition trimestrielle ou mensuelle, sans en donner de détails cependant. En 1954, Sourgen et Léandri consacrent un chapitre à l'organisation pédagogique, dont la préparation de classe pour l'école maternelle, en rappelant que la tenue d'un cahier de préparation de classe n'est pas obligatoire, mais qu'en général il est réalisé. Les auteurs écrivent que la préparation de classe n'est pas uniquement la rédaction d'indications sur des cahiers, des carnets ou des fiches, mais suppose une culture de base fournie par les études et devant être maintenue, enrichie, renouvelée. Nous retrouvons donc ici les mêmes préconisations que précédemment, même si les expressions ont évolué. Il s'agit d'une culture permanente qui remplace la préparation générale. Donc lecture d'ouvrages de psychologie, de pédagogie, de culture générale, de conférences pédagogiques, de visites de musées, de congrès, de causeries avec les collègues, etc. La préparation directe et prochaine, là il s'agit d'établir un plan d'ensemble pour l'année. Donc cela pourrait sembler contradictoire puisqu'il est fait mention d'une préparation immédiate tout en commençant par un plan pour l'année. En fait, il s'agit d'établir à grands traits un plan en le modifiant au fur et à mesure selon les circonstances, les intérêts des enfants. C'est comme une base de départ, si vous voulez. Alors, je cite, « Car c'est un non-sens que de vouloir tenir pendant 10 mois dans une forme figée d'activité des enfants dont les progrès sont extrêmement rapides. » La préparation directe et prochaine consiste également à rechercher et classer des documents, donc le choix des méthodes et des procédés. La préparation immédiate, elle est journalière ou hebdomadaire. À côté du journal de classe, simple résumé de ce que l'on compte faire ou bien de ce qu'on a réellement fait, avec la notation précise du point auquel est parvenu chaque enfant. On peut avoir des carnets spéciaux, mieux que des fiches classées, soit par matière, soit par thème de vie explorée. On aboutit dans ce dernier cas à la constitution de dossiers, donc chacun contient l'ensemble des documents et des fiches se rapportant au même sujet et qui peut s'enrichir à toute occasion. Donc fiches de documentation, de préparation, avec une disposition qui permette les corrections, les additions, des références bibliographiques, des textes, des travaux d'enfants. Et en fin d'année, il faudra revoir ses notes, porter un jugement d'ensemble sur son travail, introduire les modifications qui sont révélées nécessaires, etc. Et ainsi, la préparation de classe comporte, en dehors du travail et des distractions que constitue la culture personnelle de l'institutrice, comme il est dit dans le livre, une préparation d'ensemble tout au début de l'année, prévision nécessaire, mais prévision seulement, une préparation qui se poursuit tout au long de l'année, à la fois intellectuelle et matérielle, sans cesse enrichie, plus ou moins précise, suivant la place qui est faite à la participation des enfants dans le choix des thèmes d'activité. À la fin de l'année, un examen du travail réellement accompli et des résultats obtenus, un examen qui entraîne un jugement dépourvu de complaisance, comme ils disent, mais qui fait place aux corrections jour après jour. Donc là, on est en 1954, toujours. Il n'est donc pas fait usage des termes progression, programmation dans les instructions officielles et autres documentations pédagogiques à disposition des enseignants du primaire. En 1956, Le Terrier, qui est ancien directeur d'école normale et inspecteur de l'enseignement primaire de la Seine, publie un ouvrage « Programme, instruction, répartition mensuelle et hebdomadaire » qui n'est pas consacré uniquement à la reproduction des textes officiels. L'auteur précise dans sa préface « Les maîtres des écoles primaires élémentaires, il n'était pas utile d'y songer pour les autres, y trouveront, pour tous les enseignements et pour tous les cours, une répartition détaillée mensuelle et même hebdomadaire des matières du programme officiel. » Foulquier, 1971, dans son dictionnaire de la langue pédagogique, définit le mot « programme » comme étant, je cite, « un document qui détermine aux différentes étapes de la scolarité les disciplines à enseigner ainsi que les connaissances exigées dans les examens. » Fin de citation.
invariablement, comme dans de nombreux dictionnaires depuis les années 1960, suit un paragraphe sur la programmation, mais en lien avec l'enseignement programmé. Je cite, « Distribution d'une matière d'étude en unités élémentaires que l'on organise de façon méthodique pour l'enseignement programmé. » Ça, c'est un exemple du dictionnaire de Foulquier en 71. Le mot progression n'est pas cité dans ce dictionnaire. L'EF, en 1974, définit également la programmation comme étant une élaboration, une codification d'une suite d'opérations formant un programme, renvoyant toujours au terme enseignement programmé et machine. En revanche, la progression est définie. Je cite, « Au regard de l'enseignement, ce terme désigne un développement par degrés régulier, continu, en rapport d'une part avec la nature et les difficultés de la matière et des activités, d'autre part avec le niveau des études et la psychologie du sujet concerné. » Alors, Delancire, en 1979, définit aussi la programmation en référence à l'informatique. À la fin des années 70, le mot progression va apparaître dans les instructions officielles concernant des domaines disciplinaires, mais surtout en termes de travail à réaliser par les enseignants. Voici plusieurs exemples. Les horaires objectifs et programmes du cycle élémentaire de 1978 citent le terme progression dès la première partie intitulée présentation d'ensemble. Je cite, « En outre, l'ordre dans lequel ces objectifs sont proposés ne correspond pas à un déroulement chronologique, encore moins à une progression. Pas davantage d'ailleurs à une hiérarchie de leur importance relative. Là encore, il appartient au maître, avec l'aide des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale et des conseillers pédagogiques, de déterminer, compte tenu des réalités propres à leur classe et des pratiques pédagogiques qu'ils y mettent en œuvre, les itinéraires à suivre en vue d'atteindre les différents objectifs proposés et en cherchant à tirer parti, le cas échéant, des interférences qui peuvent s'établir entre les champs de ces objectifs. » Fin de citation. Donc, concernant la troisième partie portant sur les mathématiques, les premières lignes commencent par « L'ordre dans lequel sont présentés les objectifs et instructions qui suivent ne constitue ni un ordre chronologique pour le travail dans les classes, ni une progression. » Toujours concernant les mathématiques, dans la partie 5, on a des indications pour une progression qui mentionnent les différentes rubriques précédemment distinguées correspondent à des domaines d'activité qui peuvent être exploités en parallèle tout au long du cycle élémentaire en tirant parti des interférences qui s'établissent de l'un à l'autre. Il va de soi néanmoins qu'à l'intérieur de chacun de ces domaines, une progression est nécessaire. En revanche, ce sont les programmes du cours moyen parus en 1980 qui vont nous fournir la définition de la programmation. La présentation générale de ces programmes de 1980 pour le CM mentionne dans la sous-partie « Répartition du temps entre les différentes activités », je cite, « mais c'est dans ce même esprit aussi que les maîtres veilleront à établir dans la programmation de leur activité sur une période donnée, 2 ou 3 semaines par exemple, à un équilibre entre les différents domaines des activités d'éveil, de telle sorte que soit consacré l'équivalent d'un horaire hebdomadaire moyen de 2 heures à l'histoire et à la géographie, 2 heures aux sciences expérimentales, 1 heure à l'éducation musicale, 1 heure aux arts plastiques, 1 heure aux activités manuelles. » Fin de citation. En effet, l'horaire officiel du CM imposait la répartition suivante, sans plus de détails. 9 heures de français, 6 heures de mathématiques, 7 heures d'éveil et 5 heures de PS. Donc suit un passage sur l'éducation morale et civique dont les maîtres doivent veiller à l'intégrer dans leur programmation. La partie introductive, remarque générale, consacre un passage à la programmation. Je cite, « En ce qui concerne les maîtres, ce document est destiné à servir à la fois de guide dans la programmation, la préparation et la mise en œuvre de leur enseignement et de base à une formation continue indispensable et à des actions d'animation pédagogique permanente. » Un guide pour la programmation des activités. 2 points. Il faut se rappeler en effet que la pédagogie par objectif, dont s'inspirent les présentes instructions, repose sur l'établissement par les maîtres eux-mêmes d'une programmation rigoureuse de leur enseignement. Il ne s'agit pas d'une responsabilité seulement individuelle.
Une programmation établie en commun entre les maîtres du cycle moyen dans la même école est indispensable. Au sein de l'équipe pédagogique de l'école, une concertation sur les objectifs assignés à chaque cycle renforcera d'autre part la continuité tout au long de la scolarité. Le directeur de l'école favorisera ces rapprochements et ce travail en commun. Enfin, des réunions regroupant des maîtres d'école différentes sous la responsabilité des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale et des conseillers pédagogiques permettront les harmonisations souhaitables. Fin de citation. Donc, ces programmes de 1980 pour le CM citent 16 fois le mot programmation et 13 fois le mot progression, dont une seule fois au pluriel. Concernant les activités d'éveil, ils disent « Cette pédagogie nécessite donc que le maître reste constamment vigilant à l'égard des objectifs poursuivis et s'attache à respecter les progressions qu'il a établies et à évaluer régulièrement le cheminement de ses élèves afin de procéder aux ajustements successifs nécessaires. » Concernant les mathématiques, je cite, « L'ordre dans lequel sont présentés les objectifs qui suivent ne constitue ni un ordre chronologique pour le travail dans les classes, ni une progression. Il appartient au maître d'établir pour chacune des rubriques mentionnées une programmation portant sur les 2 années du cycle moyen, par référence aux objectifs qui doivent être atteints à la fin de la scolarité primaire. » Il y a d'autres citations concernant les sciences, par exemple. Notons que les programmes pour le CP de 1977 ne contiennent pas le mot programmation, mais 2 fois le mot progression pour les mathématiques notamment. La circulaire sur l'école maternelle de la même année ne contient ni le mot progression ni le mot programmation. En 1982, Toraï, qui est IGEN, et ses collaborateurs précisent que la préparation traditionnelle de l'instituteur comprend la répartition annuelle et les répartitions mensuelles, les tableaux de récitation et de chant, le journal de classe, les préparations détaillées. Donc on oscille encore dans les années 80 entre programmation, progression et répartition, qui est le terme d'origine dans les textes officiels ou les ouvrages pédagogiques. Donc c'est à la fois dans les classes, au niveau des inspections, de la formation initiale, les termes progression, programmation sont déjà utilisés dans les années 80. Les programmes de l'école élémentaire de 1985 comprennent le mot programmation, mais uniquement pour l'informatique. La technologie informatique, donc automate programmable, le logiciel, début de programmation dans une perspective logistique. Et le mot progression est présent 2 fois en sciences et expression écrite, mais plutôt dans le sens de la progression de l'élève. Les orientations pour l'école maternelle de 1986 ne contiennent pas les mots progression et programmation. Nous arrivons au programme de 1995 pour l'école primaire, qui ne cite pas le mot programmation et utilise une seule fois le mot progression. Il revient en fait à déterminer en conseil des maîtres les continuités d'ensemble, les progressions à mettre en œuvre et définir les modalités de suivi et d'évaluation des élèves. Un document de 224 pages publié par le ministère en juillet 2005 et intitulé « Enseigner au collège français, programme et accompagnement » reprend pour le cycle central de 5e et de 4e un arrêté du 26 décembre 1996 qui est publié au bulletin officiel du 30 janvier 1997. Et ces programmes de 5e changent à la rentrée 1997 et ceux de 4e changent à la rentrée 1998. Et après la présentation des programmes, il y a un accompagnement des programmes du cycle central 5e, 4e. C'est dans ce document d'accompagnement pour le français que sont définies, page 89, les 3 notions de programme, progression et programmation. Je cite, petit b, un choix didactique, les principes de progression. 3 notions différentes. Le débat idéal de progression est qu'à chaque séance, il y ait du nouveau, s'appuyant sur ce qui est déjà connu et maîtrisé. Eu égard à l'hétérogénéité des élèves et des classes, la mise en œuvre d'un tel principe est souvent malaisée. Il convient donc, tout d'abord, de distinguer dans l'organisation de l'enseignement pendant l'année scolaire 3 notions différentes, le programme, la progression et la programmation. Le document cite petit a le programme. Il est organisé autour des grandes composantes de l'enseignement du français, lecture, écriture, orale, outils de la langue.
Il appelle la lecture d'une série d'œuvres et établit une liste des notions à faire étudier. Il ne se préoccupe pas de l'ordre selon lequel ces activités sont menées dans la classe. Petit b, la progression, je cite toujours. Élaborée par des professeurs en fonction de leur projet, elle établit un ordre dans les apprentissages, un itinéraire et des étapes parmi les notions, tout en tenant compte de points de passage obligés, par exemple les œuvres au programme. Elle s'efforce de déterminer un enchaînement précis des séquences de façon à éviter l'empilement et la juxtaposition des notions. Elle ménage également, entre les séquences, des temps de synthèse qui permettent de dresser avec les élèves le bilan des acquis, en particulier dans les domaines lexical et grammatical, et de mesurer les besoins qui restent à combler. La programmation, en petit c, elle se préoccupe de la distribution chronologique des séquences retenues dans le cadre de la progression et prend en compte le calendrier scolaire. Il est essentiel que des séquences ne soient pas coupées par des vacances. Celles-ci, en revanche, peuvent permettre la lecture préalable d'une œuvre. On s'attache à préserver une indispensable souplesse permettant de faire varier le rythme des apprentissages selon les réactions, les difficultés et les intérêts des élèves. De ce fait, on peut estimer que la programmation sur l'année scolaire d'une dizaine de séquences didactiques, d'une douzaine d'heures en moyenne, est un point de départ raisonnable, laissant la place à quelques activités décrochées des séquences, comme des temps de synthèse ou de remédiation, notamment en matière de grammaire ou d'orthographe, ou imprévues, comme des sorties pédagogiques, spectacles, vie de classe ou de collège. Les programmes donc pour le cycle central ont été arrêtés par le bulletin officiel numéro 1 du 13 février 1997. La programmation ne peut s'établir qu'en fonction de la classe et de ses spécificités. Les principes de progression, en revanche, peuvent être précisés. Fin de citation. L'article de Garcia-Deban et ses collaborateurs en 2010 reprend les définitions de ce document d'accompagnement. C'est le dictionnaire de pédagogie paru chez Bordas en 2000 qui explicite le lien entre l'enseignement programmé et le mot programmation. Je cite: « Le mot programmation n'apparaît dans les dictionnaires avant une date récente que dans des emplois très spécialisés. Il s'agit de planification en général ou, en mathématiques, de programmation linéaire, c'est-à-dire d'un traitement mathématique utilisé notamment en économie. Mais le terme a pris de l'ampleur et des occurrences fréquentes depuis qu'il y a des ordinateurs. C'est en effet un terme propre au travail informatique. La programmation est la mise en place en un langage informatique donné d'une fonction de l'ordinateur ou la réalisation d'un logiciel qui fonctionnera sur l'ordinateur. Ces fonctions sont programmées, c'est-à-dire qu'elles suivent un ordre rigoureux d'enchaînement dans les instructions qui constituent leur programme. L'organigramme complexe d'action est le programme, sa réalisation, la programmation. Dans un sens moins précis et surtout moins technique que celui issu de l'informatique, l'idée de programmation comme prévision organisationnelle du travail s'impose dans le vocabulaire pédagogique actuel. Fin de citation. La troisième édition de 2007 ajoute un nouveau paragraphe au cœur de la définition de programmation. Toutefois, je cite, « Dans l'idée de programmation, on retrouve la vieille notion de progression familière à l'école. Dans l'enseignement primaire, l'affichage des progressions mensuelles du travail était obligatoire. Cette idée n'est pas perdue, comme en témoigne le préambule au programme de 2002, qui spécifie une organisation rigoureuse du cycle de l'année et de chaque période d'apprentissage est indispensable. Elle doit être affichée dans la classe. » Dans un sens moins précis et surtout moins technique que celui issu de l'informatique, l'idée de programmation comme prévision organisationnelle du travail s'impose dans la gestion quotidienne des classes. Fin de citation. Alors, c'est moi qui précise maintenant, en réalité, en 1887, seul l'emploi du temps était mentionné dans les textes officiels comme affichage obligatoire. Mais l'affichage des répartitions était devenu une habitude. C'est d'ailleurs ce que mentionne le dictionnaire dans sa deuxième édition de 2000 à la définition du mot répartition. On y trouve donc cet affichage. Le préambule des programmes de 2002, qui sont donc parus au bulletin officiel hors série numéro 1 du 14 février 2002,
consacre une sous-partie aux horaires et programmation. Et comme pour les programmes du CM de 1980, le mot est utilisé au singulier. Je cite: « Cette indispensable liberté ne doit pas mettre en péril l'équilibre général de l'année et la programmation des activités tout au long du cycle. Une organisation rigoureuse du cycle, de l'année et de chaque période d'apprentissage est indispensable. Elle doit être affichée dans la classe. Elle est complétée par un contrôle a posteriori du travail fait grâce aux indications portées sur le cahier journal. Il est utile, périodiquement, de faire le bilan des actions entreprises et grâce aux évaluations, d'en mesurer les effets. Cet examen, qu'il est bon de conduire en équipe de cycle, permet de reconsidérer la programmation des apprentissages et éventuellement de la corriger. » Fin de citation. Les programmes de 2007, qui sont parus au bulletin officiel numéro 5 du 12 avril 2007, reprennent dans le préambule la sous-partie horaire et programmation et citent le même passage en ayant toutefois enlevé la première phrase. Le mot programmation est cité 19 fois, dont une au pluriel, mais souvent dans le sens de programmation des activités dans un domaine et une fois seulement progression dans le sens de progression des apprentissages. Les programmes de 2008, qui sont parus au bulletin officiel hors série numéro 3 du 19 juin 2008, mentionnent une fois le mot programmation. Je cite: « Les projets de chaque école prévoient des modalités d'articulation entre l'école maternelle et l'école élémentaire. La programmation des activités doit être pensée dans la continuité. Les enseignants de cours préparatoires prennent appui sur le travail des maîtres de l'école maternelle et sur les acquis des élèves. » Fin de citation. Le mot progression est cité 10 fois et 5 fois au singulier. Les programmes de l'école primaire comprennent deux parties distinctes mais indissociables, les programmes proprement dits et les progressions annuelles qui vont de la petite section de l'école maternelle au CM2 et en mathématiques du CP au CM2. Voilà, je fais qu'une seule citation. Les programmes de l'école maternelle de 2015 mentionnent une fois programmation, dans le sens relève de l'enseignant dans le cadre d'une programmation de classe et de cycle pour permettre d'atteindre les 4 objectifs caractéristiques de ce domaine d'apprentissage, et une fois progression dans un sens différent, la progression de la capacité de lecture et d'écriture des nombres s'organise sur le cycle à partir de 4 ans. Donc les programmes de l'école élémentaire de 2015 citent 19 fois le mot programmation, mais avec des sens différents. Majoritairement, ce sont les repères annuels de programmation, mais aussi la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. Donc vous voyez, ce n'est pas dans le sens de un travail de programmation des activités. Grand 2, qu'en est-il aujourd'hui des définitions de progression et programmation? Les programmes de l'école maternelle de 2020 et de 2021 citent une fois programmation et une fois progression. Donc par rapport aux activités physiques, l'enseignant dans le cadre d'une programmation de classe et de cycle pour permettre d'atteindre les objectifs, et puis la progression de la capacité en lecture et d'écriture des nombres. Donc en 2020 et 2021, c'est plutôt le terme progressivité qui est utilisé, il est même cité 20 fois. Par exemple, au sein de chaque école maternelle, les enseignants travaillent en équipe afin de définir une progressivité des enseignements sur le cycle. Je ne fais qu'une citation puisque vous le retrouvez une vingtaine de fois. Les ajustements des programmes du cycle 2 de 2018 et les programmes de 2020 du cycle 2 ne comprennent ni le mot programmation ni le mot progression. Les ajustements des programmes du cycle 3 de 2018 contiennent 7 fois le mot programmation, mais toujours dans le sens de repère de programmation, ou alors initiation à la programmation en mathématiques. Et le mot progression est cité 3 fois, notamment pour le domaine du français. Les programmes de 2023 du cycle 3 comprennent 22 fois le mot programmation, toujours avec cette expression, le programme fournit des repères de programmation, donc ça c'est pour la moitié. Et pour la seconde moitié, c'est la programmation en mathématiques et la programmation d'objets techniques et informatiques. Donc il est cité une seule fois dans le sens qui nous préoccupe. Des indications de corpus permettent de ménager dans la progression annuelle des professeurs un équilibre entre les genres et les formes littéraires.
Le mot progression est cité 5 fois, toujours pour le français. Sur Eduscol figurent depuis quelques années les repères annuels de progression, donc pour chaque cycle, en français, mathématiques et enseignement moral et civique, et des attendus de fin d'année du CP à la 3e. Je cite, « Les repères annuels de progression et les attendus de fin d'année doivent permettre aux équipes pédagogiques de mener un enseignement rigoureux, explicite et progressif à l'école élémentaire et au collège. Ils apportent une aide aux professeurs pour mieux organiser leur année et garantir une véritable progression des apprentissages. Les repères annuels de progression complètent les programmes de français, de mathématiques, d'enseignement moral et civique et de langue vivante. Ils offrent une référence commune et doivent permettre d'aborder de façon équilibrée les connaissances et compétences visées pour les élèves tout au long des 3 années de chaque cycle. Conçus par cycle de 3 ans, ils permettent de garantir la continuité des apprentissages, le renforcement des acquis des élèves. » Fin de citation. Alors, sur Internet, lorsque l'on cherche la définition de progression et programmation, on peut trouver des sites sur le CRPE, l'enseignement et des sites de circonscription du premier degré comme la circonscription de Dijon-Est, de Fos, etc. qui s'appuient tous sur le document d'accompagnement des programmes de 4e et de 5e en français de 1997 afin de donner une nuance entre les deux. Donc pour ces documents, la programmation serait la planification du temps concernant les notions, année, cycle, en fonction du calendrier scolaire, les périodes. La progression serait une graduation d'une discipline impliquant un ordre à respecter en fonction des difficultés des notions ou de prérequis. Alors néanmoins, il n'existe pas à ma connaissance de document officiel ou pédagogique ayant fourni une définition précise de ces deux termes concernant le premier degré. J'ai pour cela compulsé donc les ouvrages anciens et des plus récents de pédagogie, des documents officiels comme par exemple Villemereux, Comparé, Torail, des codes Soleil des différentes années, le code Bertrand, les fascicules de documentation administrative du CNDP, le précis de législation scolaire de Mayer, et vous avez la bibliographie que j'ai indiquée sur mon blog en fin d'article. Et évidemment, l'ensemble des programmes de l'école primaire de 1882 à 2023. Je suis allée voir aussi au Québec. Donc on a 2 auteurs, Chartrand et Deconic en 2009, au paragraphe « La progression, un outil essentiel pour l'enseignement », qui énonce une avance élaborée, organisée, ou encore un développement par degré et continu. Ils disent que selon le nouveau Petit Robert de 2008, cela ne peut pas être plus clair et plus simple. Pour qu'il y ait progression, il doit y avoir une planification, une organisation des contenus à enseigner pour faire apprendre. C'est la responsabilité des enseignants de la mettre en œuvre selon les prescriptions du programme d'études qui, lui, devrait s'appuyer sur les apports des sciences de référence, dont la didactique, etc. Donc ça, c'était leur citation. Et plus loin dans l'article, c'est le mot répartition qui est défini, qui pourrait correspondre en France au terme programmation. Le paragraphe s'intitule « La répartition, un outil nécessaire mais secondaire ». La répartition est une opération qui consiste à partager certains éléments liés entre eux ou disparates. Ainsi, on peut décider qu'à l'école, et c'est ce que l'on fait, les élèves doivent à un moment donné maîtriser telle ou telle notion, connaître telle ou telle règle, être capable de lire ou de comprendre tel ou tel genre de texte, etc. Il ne s'agit donc pas d'une progression dans l'enseignement, mais bien d'une répartition des connaissances et des habiletés jugées nécessaires dans une discipline donnée. Les deux termes apparaissent donc plutôt complémentaires. Alors, en effet, dans les programmes, par exemple, on peut demander quel type de progression a été planifié pour permettre aux élèves d'atteindre les objectifs déterminés dans la répartition des objets d'enseignement et d'apprentissage. Fin de citation pour cet article de 2009 qui nous vient du Québec. J'aimerais conclure en reprenant les points essentiels, c'est ce qui m'a permis d'y voir un petit peu plus clair. En 1882, la planification des enseignements sur l'année et selon les cours était fournie par les programmes pour certains domaines. Donc ça concernait la maternelle et le primaire, y compris pour les chants et poèmes dont les titres et les auteurs étaient indiqués. On parle alors d'ordre de leçons et les exercices. Gréard, inspecteur de l'Académie de Paris en 1864 et responsable du service de l'enseignement primaire
dans le département de la Seine en 1865, est à l'origine des répartitions mensuelles des programmes pour toutes les écoles de Paris en 1868. Peu à peu, les livres de pédagogie pratique, comme celui de Comparé en 1887, vont utiliser le terme de progression, mais plutôt dans le sens d'une répartition des matières entre les trois cours, élémentaires, moyens et supérieurs, et non pas en termes de partage des enseignements, mais plutôt de développement de ce qui a déjà été étudié, en approfondissant chaque fois la notion dans les trois cours. Mais dans le même temps, se pose la question de programmes qui doivent rester généraux, afin que les instituteurs restent libres de leur planification, ou bien d'une répartition mensuelle, afin que tous les instituteurs respectent les programmes, notamment les débutants. Jusqu'aux années 60, il n'est pas encore question de progression-programmation dans les instructions officielles ou les ouvrages pédagogiques. La seule expression qui est utilisée, c'est la répartition mensuelle pour l'école élémentaire. L'école maternelle étant davantage concernée par une prévision en début d'année. Le mot programmation est issu de l'enseignement programmé et en référence à l'informatique dans les années 1960-1970. Fin des années 70, les progressions apparaissent dans les programmes du CE de 1978 et du CM de 1980 comme étant un travail à réaliser par l'instituteur à partir des programmes. D'autre part, l'enseignant doit établir sa programmation des activités sur une période donnée. Un passage entier est consacré à la programmation dans les programmes du CM de 1980, nous apprenant que ces derniers sont inspirés par la pédagogie par objectif qui repose sur une programmation rigoureuse de l'enseignement, notamment en équipe. Ces mêmes programmes précisent que le maître doit respecter les progressions qu'il a établies en fonction de ses objectifs et qu'une programmation doit être établie sur les 2 années du CM. Les mots progression et programmation seront peu ou pas employés dans les programmes de 1985-86 et 1995. Donc ce sont des progressions à réaliser en Conseil des maîtres en 1995. Le préambule des programmes de 2002 consacre une sous-partie aux horaires et programmations comme pour les programmes du CM de 1980. La programmation doit être affichée, c'est ce qui est indiqué en 2002. Les programmes de 5e et 4e changent en 1997-98. C'est dans ce document d'accompagnement pour le français que figurent 3 définitions de programme, progression, programmation pour une année scolaire. Ces 3 définitions sont reprises actuellement par des sites de circonscription et des organismes de formation pour offrir une nuance entre les deux. Mais rappelons toutefois que les définitions d'origine concernent le second degré et la discipline du français uniquement. Plusieurs expressions nous le montrent. Le programme est organisé autour de grandes compétences de l'enseignement du français, élaboré par les professeurs en fonction de leur projet, la progression établit un ordre d'apprentissage, etc. Mais on nous cite qu'il s'agit des œuvres au programme. Il y a plusieurs citations qui nous montrent qu'il s'agit bien du domaine du français. Dans les programmes de l'école élémentaire de 1980 et de l'école primaire de 2002, la notion de programmation revêt l'idée d'un travail sur une période plus longue que l'année scolaire. 2 années de CM dans le premier cas et un cycle dans le second. Et la programmation concerne l'ensemble des disciplines enseignées. Dans les programmes de 2007, on parle de programmation des activités et de progression des apprentissages. Dans ceux de 2008, des progressions annuelles sont fournies en français et mathématiques de la petite section au CM2. Dans les programmes de 2015 de l'école maternelle, il est question de programmation de classe et de cycle, et dans ceux de l'élémentaire de 2016, de programmation annuelle et de repères annuels de programmation et de progression sur l'ensemble de la scolarité obligatoire. On observe donc une inversion de la définition des termes puisque la programmation était auparavant sur le temps long et la progression sur une année. Aujourd'hui, les programmes officiels emploient peu ces termes ou bien les associent. Dans les programmes de l'école maternelle de 2020 et 2021, on parle de programmation dans les activités physiques. Donc c'est surtout la progressivité des apprentissages qui fait son entrée. En 2018-2020, les mots ne sont plus employés pour le cycle 2 et pour le cycle 3 en 2023 sont utilisées les expressions repères annuels de programmation et repères de progressivité, tandis qu'EduScol emploie repères annuels de progression.
C'est ce que l'on peut retenir, même si le législateur n'a pas défini les termes, alors qu'ils sont employés dans le langage courant du premier degré depuis la fin des années 1970. C'est qu'il y a bien un développement par degré, une hiérarchie des notions en fonction des difficultés et du développement de l'apprenant dans progression. Dans les textes officiels de 1980 du CM, programmation est utilisée pour la première fois comme prévision en lien avec les objectifs, pédagogie par objectif, sur une période courte, 2 à 3 semaines, à longue, 2 ans de CM. C'est à partir de cette date en fait et jusqu'à aujourd'hui que les deux termes seront employés comme synonymes par le législateur pour le premier degré. Pour les professeurs des écoles débutants, quand vous réalisez vos progressions, vous faites automatiquement une programmation car sont incluses les périodes de l'année ou les différentes années du cycle. La bibliographie figure sur le blog. À bientôt!